Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des militants badass qui changent le monde. Aujourd'hui, on va parler de femmes et de féminisme. Pourquoi souvent c'est banal dans notre société que les femmes s'en prennent plein la gueule? Pourquoi les femmes sont souvent invisibles dans l'espace public? Et comment se révolter? Et pour ça, on est avec Lorraine Bastide du livre Présente. Salut Lorraine. Salut Pierre. Ça va? Ouais, ça va bien. T'es journaliste, t'animes un des podcasts les plus écoutés de France qui s'appelle La Poudre, qui vient de sortir en livre d'ailleurs, où justement t'interviews des femmes qu'on entend peu ou pas, qui ont rarement la parole, que ce soit des scientifiques, des militantes, des artistes, etc., ou des personnes, des femmes voilées, trans, handicapées, etc. Et tu viens de publier ce livre Présente, qui moi m'a mis une grosse claque, et clairement dont on va parler. Et du coup, comme d'habitude, je vous fais gagner les livres de Lorraine, donc Présente, qu'elle vient d'écrire, et La Poudre, qui sont des extraits du podcast. Donc pour participer au concours, dis-nous en commentaire quel est toi ton rapport au féminisme. Ok, et avant de déconstruire les différents mécanismes d'oppression que subissent les femmes, j'aimerais qu'on revienne sur trois anecdotes trois déclics féministes de ta vie. Ok, ça marche. Le premier déclic féministe, c'est quand tu as travaillé 13 ans au magazine Elle, où tu as été notamment rédac chef, et que c'était ton rêve de gosse de devenir journaliste. Et chaque année, vous faisiez un marronnier de la presse féminine sur les femmes rondes. Mais cette année-là, ça a gueulé dans votre lectorat avec des mannequins, des blogueuses grande taille qui vous ont dit là, vous faites de la merde quoi. Exactement. C'est quoi l'histoire? Alors donc je vais juste corriger, j'ai travaillé 10 ans au magazine Elle, okay. pas 13, mais c'est déjà beaucoup. Et donc cette année-là, effectivement, comme chaque année, le magazine Elle faisait son numéro spécial mode ronde. Et donc c'est un numéro où le magazine consent à mettre en image des femmes qui font plutôt une taille 42, alors qu'habituellement les mannequins qu'on voit en photo dans les journaux féminins, dans les magazines de mode, elles font une taille 34 ou 36, ce qui est quand même maigrissime. Et moi, tout imbibée que j'étais de cet imaginaire-là, j'avais l'impression qu'en mettant en photo des femmes qui faisaient du 42, on était en train de faire un super geste, hyper inclusif et progressiste, etc. Et en fait, grâce à plusieurs blogueuses plus size, comme on disait à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, on les appellerait plutôt des militantes body positive ou anti-grossophobie. J'ai été interpellée et elles m'ont dit est-ce que tu as conscience du fait que 42 c'est la taille moyenne des Françaises? En l'occurrence non, je n'avais pas conscience de ce fait-là. Est-ce que tu as conscience du fait qu'il y a des femmes qui font du 50, du 52, du 54 et dont le problème c'est qu'elles ne peuvent même pas trouver en magasin des vêtements qui leur vont parce que les fabricants de mode s'arrêtent systématiquement au 44. Je dis non, j'en ai pas conscience. Voilà, et donc en fait elles m'ont fait comprendre, elles m'ont fait prendre conscience d'un mécanisme qui s'appelle la grossophobie, qui est un vrai système de discrimination, qui est vraiment quelque chose de systémique qu'on retrouve dans l'industrie de la mode, mais aussi dans la santé. Par exemple, les lits dans les hôpitaux sont pas adaptés aux personnes grosses, ou les tables dans les restaurants, les sièges dans les cinémas. Il y a vraiment, j'ai pris conscience en fait du fait que la société entière était pensée en excluant les personnes grosses. Et je pense que ça a été vraiment mon premier déclic. La première fois que je me suis dit peut-être que ce que je fais dans ce journal, même si j'avais l'impression que c'était un geste féministe, parce qu'effectivement dans le magazine Elle, on parle tout le temps des femmes, on met en avant les vécus des femmes, c'est peut-être pas si progressiste et inclusif que ça. Et effectivement, cet épisode de la mode ronde, ça a été pour moi un gros déclic. Alors plus qu'un déclic féministe, je dirais que ce serait plutôt un déclic intersectionnel. En fait, de commencer à comprendre que c'est pas le tout de parler des femmes. Si on met toujours en avant, comme on le fait dans la presse féminine, le même genre de femme, c'est-à-dire toujours une femme blanche, toujours une femme hétérosexuelle, toujours une femme mince, une femme cis. On est en train en fait de produire des images et des injonctions qui sont extrêmement excluantes. Du coup, j'ai insisté, j'ai milité pour qu'on fasse un deuxième sujet avec cette fois des femmes qui font vraiment, qui sont vraiment rondes, qui font vraiment du 52 ou plus. Et donc j'ai
réussi à faire produire une série de photos qui était magnifique d'ailleurs, avec notamment Stéphanie Zwicky, qui est une femme magnifique, qui a un super beau blog, qui a énormément de goût et qui s'habille super bien. Et je pense que pour le coup, ces photos-là et cette interview-là, ça a réellement fait bouger les lignes, réellement fait comprendre des choses aux lectrices et lecteurs du magazine. Donc ouais, en fait, tu t'es rendu compte que tu croyais que ton média il s'adressait à toutes les femmes et qu'en fait, t'en excluais une grande partie, quoi. Exactement ça. Ouais. Donc premier déclic féministe sur les femmes grosses, deuxième déclic féministe sur les femmes noires. Il y a une de tes collègues toujours au magazine Elle qui écrit un article sur les femmes noires célèbres et leur style, je crois. Et là, rebelote, dans votre lectorat, il est bien votre lectorat, hein. Il y a des militantes afroféministes qui vous reprennent et vous dites encore, non, en fait, c'est pas possible, là, c'est teinté de racisme, votre article. À l'époque, il y a eu une vraie panique à la rédaction de Elle parce que la réaction des militantes afroféministes et même des lectrices noires concernées a été tellement forte et tellement massive qu'il était impossible de l'ignorer. Ça a provoqué des chroniques à la radio, ça a vraiment... Ah oui, ok. Voilà, ça s'est remonté en fait dans le système médiatique et c'était aussi intéressant de ce point de vue-là, je trouve, en tant que journaliste, de se dire on ne peut plus faire comme si on était là à parler toute seule et qu'on n'avait pas le devoir et la nécessité d'écouter les retours, de mieux faire, d'apprendre grâce à nos lectrices. Et puis la deuxième découverte très importante que j'ai faite à ce moment-là, c'était donc le moment où émergeait sur Internet beaucoup de contenus afroféministes, notamment des blogs littéraires, des Tumblr, etc. Et ces femmes qui nous ont interpellées m'ont fait découvrir en fait tout un champ du féminisme que j'ignorais, qui est donc un féminisme intersectionnel qui prend en compte les interactions entre les discriminations de genre, mais aussi les discriminations racistes, les discriminations homophobes, transphobes, grossophobes, etc. Le féminisme intersectionnel, comme tu l'as expliqué, c'est effectivement quand tu cumules deux discriminations, quoi. Et donc à la base, la principale, je l'ai appris dans ton livre, hein, clairement, c'est effectivement quand avec le racisme et le féminisme, quoi. Et du coup, forcément, en tant que femme blanche, c'est pas pareil qu'en tant que femme noire. Après, deux discriminations ou plus, hein, oui, voilà, on peut cumuler une discrimination par le handicap, une discrimination par le genre, une discrimination par la race. Enfin, voilà. Alors, on emploie le mot race aussi dans ce cadre sociologique. Il y a certaines personnes que ça fait hurler. Et je peux tout à fait comprendre. Voilà, on sait tous que biologiquement, il y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Et du coup, tu dis, c'est hyper intéressant. Je trouve, c'est aussi là que t'as découvert que t'étais blanche, la blanchité, quoi. Ouais. Et c'est vrai que, moi le premier, encore plus en tant qu'homme blanc, tu te rends pas compte qu'en fait, oui, que t'es blanc parce que tu fais partie du groupe dominant majoritaire en France. Exactement. Et qu'en fait, oui, c'est pas bien ou mal. Enfin, il y a rien de raciste à dire que quelqu'un est noir ou quelqu'un est blanc. C'est juste comme ça. Et ne pas le nommer, c'est aussi contribuer à ce que les discriminations perdurent, quoi. Et toi, il s'est passé quoi quand tu t'es dit mais en fait, je suis blanche, quoi. J'avais jamais fait gaffe, mais... oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, le privilège de ne pas avoir à penser à sa couleur de peau est un privilège que seules les personnes blanches peuvent avoir, quoi. C'est-à-dire que le point de vue présenté comme neutre et universel est de façon écrasante un point de vue blanc, un point de vue masculin également. Enfin voilà, il suffit juste de regarder les statistiques des personnes qui font les journaux, qui sont dans les rédactions des médias, mais aussi et surtout qui les dirigent. C'est-à-dire que c'est vraiment en immense majorité des personnes blanches. Et c'est pareil dans les institutions culturelles, dans les maisons d'édition, enfin dans tous les endroits où on produit du savoir et du pouvoir. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail de déconstruction, de prise de conscience à faire pour se rendre compte que ce point de vue de personne blanche n'est pas un point de vue universel. En tant que personne blanche, on passe à côté de tout un tas de vécus discriminatoires que subissent les personnes noires. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de mettre en avant d'autres points de vue, de donner la parole à d'autres personnes, de démultiplier aussi les expériences et les récits pour apporter de la nuance. Donc en fait, c'est juste une façon de prendre conscience en fait de ses propres angles morts et ses privilèges. Et de ses privilèges. Mais j'aime bien parler d'angles morts parce que je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est comment prendre conscience de l'expérience de ce que c'est que le validisme quand on n'est pas au quotidien. Alors le validisme. Le validisme, c'est la discrimination contre les personnes handicapées. Du coup, votre lectorat vous engueule
Mais en fait, la rédaction se braque et elle est là, bah non, on va pas du tout s'excuser, quoi. Bah, c'est la première réaction. Après, je trouve que c'est une réaction qu'on retrouve en fait très souvent hein, quand il y a des cas de call-out en ligne, quand on interpelle quelqu'un en l'accusant de façon un peu violente et accusatoire comme ça, la réaction qu'on va avoir en face, en fait, c'est de la self-defense. Finalement, on a toujours ce réflexe de défense. Et là, en ce moment, sur Internet, ce système-là, c'est vachement généralisé. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un compte ou une personne qui est pas interpellée sur ses mots, sur ses actions. Et systématiquement, le réflexe qu'on a, c'est mais non, c'est pas vrai, vous comprenez mal, je ne suis pas comme ça, etc., etc. Et c'est généralement dans un second temps qu'il y a une prise de conscience et des excuses, un retrait du contenu offensant, etc. Donc je pense que c'est vraiment le même mécanisme qui s'est produit à l'époque OL où la première réaction ça a été mais non, c'est pas vrai, vous n'avez pas compris, au contraire, on adore les femmes noires, c'est un hommage, etc. Et après, dans un second temps, mais en fait, dans notre rédac, il y a aucune femme noire. Voilà. Et puis à l'issue de cette affaire, il y a eu une formation à l'impensé racial, ça s'appelait comme ça, et qui a été pour moi vraiment une vraie révélation, quoi, un vrai choc. Et je me rappellerai toujours du formateur qui est arrivé et qui nous a posé cette question est-ce que vous savez combien il y a eu de femmes noires en couverture de Elle depuis 1 an? Et déjà le premier constat c'est que personne avait l'info. Alors qu'on travaillait dans ce journal toutes et tous, pas une d'entre nous était capable de dire combien il y avait eu de femmes noires. On était là, bah si, il y a dû avoir Naomi Campbell, peut-être Beyoncé, on n'a pas mis Rihanna il y a 6 mois. Enfin, et en fait, la réponse c'était une seule. Sur 52 couvertures, c'est un hebdomadaire, le L, sur 52, il y avait une seule femme noire en couverture. Et donc là, c'est là que j'ai pris conscience, en fait, du fait que, comme j'étais une femme blanche, je n'avais jamais pris conscience de cette invisibilité des femmes noires, parce qu'elle ne me concernait pas, ne m'affectait pas, donc je traversais la vie insouciamment sans en prendre conscience. Et puis surtout, je me suis rendu compte que si on ne comptait pas, si on n'avançait pas un chiffre, on n'arrivait pas en fait à prouver cette invisibilité-là. Donc c'est là aussi que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux statistiques, au fait de compter et de visibiliser cette invisibilité grâce aux chiffres. Oui, parce que non seulement les femmes sont plus invisibles dans l'espace public, on va en parler après, mais en plus, on s'en rend même pas compte, quoi. Exactement. Et du coup, parfaite transition sur le fait de compter avec la 3e anecdote. Plus tard, du coup, tu as commencé à travailler au Grand Journal, à Canal+. Et là, tu découvres qu'en fait, le temps de parole, le tien et celui des femmes en général, est vraiment réduit à peau de chagrin, quoi. Ouais, moi, je suis arrivée, enfin voilà, j'avais quand même entre 30 et 35 ans, une sacrée expérience de rédac chef, des choses à dire, des opinions, et je me suis très vite rendu compte que non, j'étais là en fait pour faire bien à l'image, pour être la jolie blonde sur le plateau, pour porter des jolis vêtements et pour rigoler aux blagues de mes collègues masculins, ce qui a très vite, qui m'a vraiment beaucoup déplu. Et puis c'est à ce moment-là aussi, donc on est en 2015, qui est publié un rapport qui s'appelle le Global Monitoring Project, Global Media Monitoring Project, qui sort tous les 5 ans et qui est en fait un gros travail collaboratif où il y a énormément de bénévoles, de chercheuses, chercheurs, militants, militantes qui se mettent à compter pendant une journée le temps de parole des femmes dans tous les médias. Et donc le chiffre sort et là je vois le temps de parole des femmes dans les médias sur une journée est de 24%, tous médias confondus. Alors que les femmes, c'est 50% de la population, hein, pour petit rappel utile. Hein. Et c'est vrai que ce chiffre m'a fait un peu le même effet que la couve unique avec une femme noire sur 1 an de Elle. Je me suis dit, c'est dingue, je suis journaliste moi-même, je suis dans les médias depuis plus de 10 ans et je n'avais jamais réalisé que les femmes étaient à ce point silenciées dans les médias. Et comme j'étais donc à la télévision, je me suis dit, tiens, je vais observer si c'est réel. Enfin, si moi, dans ma propre expérience de journaliste télé, j'observe la même chose. Et c'était même pire. Enfin, je me suis rendu compte que sur une semaine, alors c'était une émission quotidienne, hein, c'était le Grand Journal, que sur une semaine de plateau, en fait, les invités femmes représentaient à peine 25% des invités. Et que par-dessus le marché, quand elles étaient invitées, quand elles étaient là, elles étaient toujours interrompues, il y avait toujours quelqu'un pour faire une blague ou une remarque sur leur apparence, sur leur coiffure, sur leurs vêtements. Enfin voilà, que c'était vraiment très 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 compliqué pour une femme de finir une phrase et moi la première. C'est-à-dire que les hommes ont 3 fois plus de temps de parole dans les médias que les femmes. C'est exactement ça. Il faut que tu parles beaucoup plus que moi pendant cette interview. C'est ce que t'es en train de faire, je te félicite, tu compenses déjà.
Alors compter justement pour pas être dans le débat d'opinion, c'est ce que tu as fait dans ton livre Présente, en t'appuyant sur des statistiques qui font froid dans le dos franchement, pour mesurer justement si les femmes sont vraiment absentes de la ville, des médias et de la politique. Alors on va voir si tu connais bien ton livre. Waouh, un petit quiz, ok. D'abord sur les lieux de pouvoir, combien est-ce qu'il y a de femmes parmi les PDG du CAC 40? Vous pouvez réfléchir en même temps. 0. Et en moyenne, en France, sur 100 violeurs, alors évidemment majoritairement des hommes, mais il y a aussi des femmes, combien sont punis par la loi? En fait, sur 100 viols, on va en avoir que 10 qui vont faire l'objet d'une plainte. Et sur ces 10 plaintes, il y en a que 10% qui vont faire l'objet d'une sanction pénale. Donc en fait, au final, ça fait que 1% des viols qui va réellement être sanctionné pénalement. Donc t'as 99% des viols où les responsables sont toujours dans la nature, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, quand on dit dans la nature, ça donne l'impression qu'il y aurait des violeurs tapis dans l'ombre au coin des petites rues. Mais ce que j'essaye aussi de rappeler dans le livre, c'est que le viol est une réalité en fait quotidienne, qu'une grande partie des viols, dans 8 cas sur 10, la personne victime de viol connaît son agresseur, que souvent l'agresseur est au sein de la famille, c'est un collègue de travail, c'est un patron. Enfin voilà, une grande partie des viols se produisent dans l'espace domestique ou dans l'espace de travail. Donc il y a aussi tout un travail de déconstruction à faire, et je pense que MeToo et tout ce qui est en train de se produire autour de la prise de parole des victimes de viol aide beaucoup à faire évoluer cette représentation-là. Voilà, il faut sortir de l'idée que le viol, c'est dans une petite ruelle la nuit avec un inconnu très 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 méchant et déviant. En fait, non, le viol, c'est partout et tout le temps. C'est dans tous les milieux et c'est bien souvent chez soi. T'as aussi compté du coup pour voir si les femmes sont vraiment absentes des lieux qui incarnent la parole. Effectivement, donc ça on l'a dit. Quel temps de parole est occupé par les femmes dans les médias? Donc effectivement. 24%. Et je trouve ça hyper intéressant aussi parce que de par ton expérience, effectivement, on a l'impression que les médias c'est souvent un reflet fidèle de la société, voilà, neutre. Et en fait, pas du tout. Enfin, imagine si, je sais pas, c'est comme si s'il y avait que les bruns qui prenaient la parole dans les médias et tous les autres, les blonds, les roux, les afros, etc. Enfin, mais ça crée un regard ultra biaisé sur le monde, quoi. Ouais, c'est désastreux, et puis ça a aussi des conséquences très concrètes en termes par exemple de diffusion de stéréotypes. Il y a une étude qui vient d'être publiée par l'AJL, l'association des journalistes LGBT, et bref, l'AJL vient de produire une étude où ils ont observé l'émission Les Grosses Têtes, présentée par Laurent Ruquier sur RTL, si je me trompe pas. Ils ont compté la récurrence de blagues sexistes, enfin de blagues, je mets évidemment des guillemets, d'insultes en fait, de stéréotypes sexistes. Il y en a un toutes les 11 minutes. Toutes les 11 minutes dans l'émission, on sort un stéréotype sur les femmes, salope, pute, hystérique, stupide, moche, grosse, enfin toutes les 11 minutes. La conséquence concrète de ces entre-soi masculins, c'est la production permanente dans les médias d'insultes sexistes et puis aussi de culture du viol. Enfin voilà. Donc en fait c'est gravissime, et ça empêche très concrètement l'égalité et surtout la prise de conscience. Ça modèle les imaginaires, les médias. Ouais. C'est vraiment ce que les gens écoutent au quotidien. Je crois que Les Grosses Têtes, c'est l'émission la plus écoutée de France. Donc que penser d'une émission qui, toutes les 11 minutes, alors qu'elle est écoutée par des millions de personnes, produit des stéréotypes sexistes en 2020? Effectivement, ça fait froid dans le dos. Et le dernier sur le savoir, quel est le pourcentage de femmes parmi les prix Nobel scientifiques? Je crois que c'est 2%, hein, c'est ça? 3. 3%. Alors, on est très 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 heureuse parce que cette année, c'est Emmanuelle Charpentier, biologiste française, pour sa recherche sur l'ADN, qui est absolument hallucinante, qui a remporté un prix Nobel. Donc, merci, ça change. Voilà, mais bon. C'est ridicule en fait. À 3,5 maintenant. C'est ridicule, et puis c'est pas à cause d'un désintérêt pour les femmes ou une espèce de précondition biologique ou hormonale qui ferait que les femmes seraient moins aptes ou moins intéressées par ces champs de recherche. C'est vraiment que petit à petit, au fil des carrières, au fil de parcours, il y a des barrières qui sont mises aux femmes, qui sont d'ordre économique ou d'ordre de l'agression sexuelle aussi. Enfin voilà,
c'est super compliqué dans un environnement professionnel si on est agressé sexuellement tous les jours, de tenir, de poursuivre, de serrer les dents, de monter les échelons. Il y a très peu de femmes qui arrivent à faire ça. Puis les discriminations économiques, et puis les discriminations aussi de l'ordre de la charge domestique et maternelle. Dès l'instant où une femme va avoir un enfant, elle va avoir moins de temps à consacrer à son travail, à sa recherche. Donc voilà, ce qui fait que petit à petit les femmes sont écartées. Et le dernier que je trouve trop intéressant, c'est combien de rues portent des noms de femmes en France? 4%. Ouais. Je trouve que ça en dit long parce que les noms de rues, c'est vraiment un peu le reflet de notre histoire commune. Exactement. Et là encore, tu te dis, mais en fait, on fait comme si la moitié de l'humanité avait quasiment pas existé dans notre histoire, quoi. C'est exactement ça. Et ça me fait plaisir que ce chiffre tu le trouves choquant et marquant parce que il est souvent moqué. Il y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo pour Brut, je crois, où je parlais de ce chiffre qui, moi, vraiment, la première fois que je l'ai lu, m'a fait tomber de ma chaise et m'a mis vraiment très en colère, parce que ça me semble évident que d'évoluer dans un environnement où tout l'ordre symbolique est entièrement masculin renvoie aux femmes l'idée qu'elles sont pas à leur place ou qu'elles sont pas importantes ou qu'elles n'ont pas de valeur dans l'histoire, etc. Or, on sait qu'il y a énormément de femmes qui ont marqué l'histoire, que ce soit l'histoire des sciences, de l'art, de la politique, etc., mais qui ont été... On le découvre que 200 ans après. Voilà, c'est ça, qui ont été complètement effacées. Et à l'époque de cette vidéo, j'avais eu des milliers de commentaires haineux et insultants en me disant « Ah bah super combat, génial, comme s'il y avait pas mieux que ça à faire que de lutter pour le nom des rues alors qu'il y a des femmes violées et assassinées. » Genre, merci, je suis au courant. Mais je pense que c'est, en fait, il y a un lien de cause à effet. Si les vies des femmes sont si méprisées, c'est qu'on ne célèbre pas leur accomplissement, c'est qu'on silencie leur travail, c'est qu'on efface leur nom. Et je suis convaincue du fait que quand il y aura autant de noms de rues de femmes que de noms d'hommes, autant de présence de femmes dans les médias que de présence d'hommes, il y aura en fait aussi moins de viols et moins de féminicides, parce qu'on aura revalorisé la vie et l'importance du travail des femmes. Enfin, je me dis limite, j'aurais clairement pas balancé d'insultes sur Twitter, mais j'aurais pu comprendre le côté un peu anecdotique, me dire ah oui, bon ok, c'est que des plaques de rue. En fait, c'est pas la question du nom de la rue en soi, c'est la question de du coup, ça veut dire que surtout derrière, il y en a des millions qui ont été oubliés par l'histoire, que quand tu regardes autour de toi dans ta bibliothèque, ou je sais pas, moi le nom de mes écoles primaires, collège, lycée, c'est toujours que des noms de mecs, ou dans ta bibliothèque, effectivement, ça va être surtout des noms de mecs, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais. Non, c'est vrai que maintenant ça me saute aux yeux, quoi. C'est tout un environnement dans lequel on grandit sans se rendre compte finalement que les seules références qu'on nous donne sont des références masculines. Tout à l'heure, je prenais le bus là pour venir ici et je passais et je vois un angle rue Beethoven et avenue Kennedy et je disais ça paraît bête, et c'est vrai que Beethoven c'est un mec bien et Kennedy aussi. Oui, c'est pas la question. Mais bon, voilà, enfin c'est des noms que je connais depuis l'enfance, qu'on m'a toujours érigé en modèle. Moi, j'aurais bien aimé qu'on m'explique, qu'on me parle de Nina Simone, au même titre qu'on m'a parlé de Beethoven, ou qu'on me parle de Indira Gandhi ou d'autres femmes politiques étrangères, comme on m'a bassiné avec Kennedy depuis que je suis petite. Ouais. Et voilà, je pense que ça se joue là. C'est vraiment cette histoire de modelage des imaginaires, modelage inconscient des imaginaires qui me semble décisif. Ouais, effectivement, enfin, si t'imagines une petite fille, comment tu veux qu'elle se projette et qu'elle se dise, ouais, quand je serai grande, je vais être présidente, je vais être PDG de boîte, je vais être, effectivement, directrice d'université. Si autour de toi, il y a que des exemples masculins, forcément, tu te dis, mais en fait, ma place, c'est soit d'être au service des hommes, ou en tout cas, d'être plus dans la sphère privée, quoi. Exactement, ouais. Bah oui, c'est ça. On va éduquer les petites filles beaucoup dans cette idée, non seulement que ces postes-là ne sont pas, en tout cas que si elles accèdent, elles seront une exception. Ouais. Et puis surtout dans cette idée que leur rôle c'est de devenir mère. Et malgré le fait que les féministes martèlent ça depuis des décennies, peut-être même des siècles, ça ne change pas. Ou très lentement. Ce modèle, ces constructions, elles sont tellement solides et tellement inconscientes en fait que tout ce qu'on gratte, c'est que des toutes petites miettes et c'est vraiment un travail de fourmi pour arriver à faire changer les choses. J'en profite pour repréciser que là, à chaque fois qu'on parle
de blanchité ou implicitement là, de patriarcat typiquement. Encore une fois, c'est pas, en tout cas de mon point de vue, une guerre enfin c'est pas pour dire les hommes c'est tous des connards et les femmes sont toutes géniales. Bien sûr que non. Bien sûr que les hommes peuvent aussi être victimes du patriarcat et se retrouver enfermés dans des rôles genrés qu'ils n'ont pas consciemment choisis. Ce qu'on dénonce, c'est un système culturel et pas deux camps qui sont définis par ton sexe. Effectivement, majoritairement, c'est plus souvent les femmes qui en sont victimes, mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas une guerre de sexe, quoi. C'est très bien de le rappeler, t'as tout à fait raison. Et merci d'en prendre conscience et puis d'aider aussi des personnes à en prendre conscience. Je sais qu'il y a très très peu d'hommes qui m'ont interviewé depuis que mon livre est sorti. Hein. Mais Colline Charpentier, qui était venue sur la charge mentale, dont tu viens un peu de parler aussi, que je vous conseille carrément si vous aimez cette vidéo, m'a dit la même chose et je suis là, mais enfin... Ouais, mais c'est vrai que c'est très important de rappeler que le féminisme a l'objectif très ambitieux de libérer tout le monde en fait du sexisme. Et voilà, et le féminisme c'est pas une guerre contre les hommes. Et il y a un livre de Bell Hooks qui vient d'être réédité où elle dit ça. Et j'ai trouvé en fait cette formulation hyper simple et très efficace. Le féminisme c'est pas une guerre contre les hommes, c'est une guerre contre le sexisme. Et le sexisme, on le trouve chez les hommes, mais chez les femmes. Et oui, bah, c'est clair. Voilà, il y a énormément de femmes qui ont des stéréotypes sexistes et qui sont pas d'accord avec ce que je raconte. Et j'ai pris une grosse claque en lisant ton livre Présente parce que j'avais l'impression jusqu'ici que le patriarcat, bon, c'est assez évident que au gouvernement ou dans les 40 effectivement surtout des hommes, mais pour moi le patriarcat c'était assez flou en fait. C'est un peu comme je sais pas, un fantôme ou une ombre qui se balade et tout, mais que t'arrives pas vraiment à mettre le projecteur directement dessus. Et toi, t'arrives avec tes gros sabots, tu fais une analyse à 360 degrés de la société et tu fais boum, là il y a le patriarcat, boum, là il y a le patriarcat. Et je trouve que ouais, j'ai l'impression de mieux comprendre en fait ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui. Effectivement, parce que comme tu le dis, en fait, tu reprends, on n'est pas femme, on le devient. Oui, c'est une bonne phrase que j'ai trouvée, je la trouve pas mal. Ouais. Je pense que je vais la réutiliser. Sur Instagram, t'as dû la trouver. Peut-être la mettre en quote. Donc oui, c'est évidemment Simone de Beauvoir qui a écrit cette phrase en 1949, hein, ça commence à remonter. Hein. On entend beaucoup de parler de féminisme, mais là, ce que je trouve vraiment puissant dans ton bouquin, c'est que effectivement, pour une fois, j'ai l'impression que j'ai beaucoup mieux compris pourquoi c'était un système et pas juste ok, bah là il y a le harcèlement de rue, là il y a les inégalités salariales, mais que vraiment c'est une culture à 360 qui fait que tu baignes dedans que tu le veuilles ou non et qui crée un système de domination, quoi. Bah vraiment, enfin c'était le but, c'était vraiment l'objectif. Mais fait accompli. Ouais, non vraiment, merci. Et puis c'est vrai que on me le dit beaucoup. À force d'interviewer des femmes, à force de multiplier les points de vue et d'accumuler tout ce savoir, toutes ces connaissances que je gagnais à chaque interview, les choses sont devenues extrêmement claires dans ma tête, quoi. Et la façon dont tout s'imbriquait m'a semblé vraiment limpide, quoi. Donc voilà, je me suis dit, il est vraiment temps que je rassemble tout ça quelque part. Et que je le pose là. Et ouais, je trouve ça hyper impressionnant à quel point tu démontres justement que c'est un peu tout le temps les mêmes mécanismes d'oppression. Je sais pas si on peut vite fait revenir là-dessus, de déni, de domination économique, de on va pas croire ta parole ou elle va être moins valorisée, etc. Ouais. Pour moi, il y a vraiment un lien direct entre le fait que quand une victime de viol ou d'agression sexuelle ou de harcèlement parle, qu'il s'agisse d'une déposition au commissariat ou à son entourage ou à son patron ou je ne sais à qui, le premier réflexe de la société c'est toujours de remettre en question sa parole, en fait. Bien souvent, une victime de viol, on lui demande « Mais il était quelle heure ? Mais vous étiez où ? Mais vous étiez seule ? Mais vous étiez habillée comment ? Vous avez pas envoyé des signaux qui pourraient être trompeurs ?» Enfin, et c'est quand même hallucinant que le premier réflexe soit toujours mais vous êtes sûr? Mais vous avez fait quoi? Enfin, une espèce de remise en question de la parole de la victime. Hyper culpabilisant, quoi. Hyper culpabilisant. Mais je pense que c'est vraiment tout simplement dû au fait que la parole des femmes est moins valorisée que celle des hommes. Si on avait sans cesse à la télé des femmes en position d'autorité et de savoir qui asséneraient avec autant d'assurance que tous ces hommes politiques et journalistes médiocres parlent en permanence dans les médias, bah la parole des femmes aurait plus de valeur et ne serait pas systématiquement remise en question. Donc voilà, moi c'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue et que j'essaie de faire passer dans ce livre, c'est que tant que les femmes ne seront pas aussi présentes, aussi écoutées que les hommes, elles ne seront pas crues, elles ne seront pas défendues et on ne pourra pas lutter efficacement contre les violences qu'elles subissent.
Demandez-vous à l'inverse, voilà, si un homme vous annonçait qu'il avait subi une agression sexuelle, bah vous réagiriez pas pareil, quoi. Peut-être que vous prendriez plus en rigolant, etc. Ce qui est aussi une autre forme de conséquence du patriarcat et qui clairement est à modifier. Mais du fait de se dire mais est-ce qu'avec un homme je me comporterais pareil qu'avec une femme, moi ça permet de me rendre compte de mécanismes. Bah oui, c'est souvent une bonne façon de faire pour identifier le sexisme, hein, de se dire et si c'était un homme, qu'est-ce qui se passerait. Après, c'est aussi important de parler de tous les mécanismes intériorisés. C'est-à-dire qu'en tant que femme, on est tellement habitué à avoir moins d'espace pour parler, à avoir moins de nos semblables s'exprimer dans les médias ou autres, que nous-mêmes on intériorise en fait le fait que notre parole a la moindre valeur et que quand on parle, peut-être qu'on dérange et qu'il faut pas qu'on prenne trop d'espace. Et c'est vrai qu'on observe vraiment dans les discours féminins des réflexes de toujours minimiser ce qu'on dit. Moi-même, je l'ai observé chez moi. Je me rends compte que quand comme je l'ai vu et que je l'ai identifié, j'essaye de le corriger. Mais bien souvent, quand j'écris un mail, ça va être je t'envoie un petit mail parce que j'ai un petit service à te demander. Je suis vraiment désolée, mais si jamais t'as le temps, est-ce que tu peux m'envoyer un petit reco parce que j'aurais besoin d'un petit conseil. Et en fait, un homme, beaucoup plus spontanément, dirait « Bonjour, j'ai besoin d'un service, envoie-moi ça s'il te plaît, merci ». Et c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus efficace, mais ça vient aussi avec la façon dont les femmes sont socialisées. C'est-à-dire qu'il ose prendre sa place. Et parce qu'on dit au petit garçon « Va courir, défoule-toi » et on dit à la petite fille « Assieds-toi et salis pas ta robe ». Et ça commence déjà là. Et on montre aux filles des exemples, voilà, une fille bien, c'est une fille qui croise les jambes, qui sourit, qui est gentille, qui fait le bien autour d'elle. Donc on éduque aussi les filles à être dans le care, à faire attention aux émotions des autres, alors qu'on éduque les garçons à être forts, à se faire respecter, à dominer les autres, à être dans la compétition. Donc ça engendre des comportements complètement différents. Là je pars dans d'autres directions, mais c'est là qu'on voit là que c'est une boucle et que tout est vraiment lié. Et donc c'est pas encore une fois que les méchants hommes qui produisent ça, c'est aussi tout un système de représentation, tout un système d'éducation qui fait que les femmes elles-mêmes intériorisent ces mécanismes-là. Maintenant qu'on comprend mieux pourquoi les femmes sont invisibilisées dans l'espace public, on va te partager 3 trucs pour se révolter tout simplement et pour défoncer un peu le patriarcat. On commence avec le premier, un peu soft, mais ultra important sur le long terme, que tu fais très bien du coup, de donner la parole aux femmes et aux minorités. Dans la poudre, j'ai aussi, j'essaye vraiment de travailler sur les questions d'antiracisme, de lutte contre le racisme et contre l'islamophobie, qui sont vraiment des fléaux tout aussi violents que le sexisme. Et comme j'avais cette audience de femmes blanches assez privilégiées qui lisaient le magazine Elle et qui me suivaient depuis les années où j'écrivais dans ce journal, j'écrivais beaucoup d'articles, j'avais un certain suivi. Je me suis dit voilà, je vais vous mettre dans les oreilles ce que ça veut dire d'être une femme musulmane qui porte le voile aujourd'hui. Je vais vous mettre dans les oreilles ce que ça veut dire d'être une femme noire et de subir toutes les projections néocoloniales et racistes au quotidien. Pourquoi c'est super important de donner la parole aux femmes et aux minorités? C'est effectivement quand, on parle du voile à la télé. Est-ce que tu as déjà vu assez souvent les premières concernées, des femmes voilées, être interviewées? Pareil pour les sujets de la PMA pour les femmes lesbiennes, quoi. On va faire venir des militants divers et variés, mais pas forcément les premières concernées qui sont des femmes lesbiennes, tout simplement. Et encore plus, ça va être des mecs qui vont en discuter. Et ouais, je me rends compte que très souvent, tu peux avoir un avis, par exemple, sur, la prostitution, alors qu'en fait, t'as jamais discuté ou pris le temps d'aller voir des interviews de femmes prostituées, quoi. Oui, c'est vrai. Tu viens de citer des catégories de femmes qui sont encore plus silencieuses que les autres. Les travailleuses du sexe, les femmes portant le voile, les femmes lesbiennes, les femmes trans. Enfin, c'est vraiment des femmes qui sont parlées, qui sont dites à leur place. Et il y a vraiment, quand on y réfléchit, un énorme présupposé sexiste. Je pense que notamment concernant les femmes musulmanes portant le voile, il y a un tel paternalisme, il y a une telle vision. C'est ce qui est mieux pour toi. Postcoloniale, voilà, on va vous sauver. Vous n'êtes pas capable de penser par vous-même car vous êtes dominé, car vous êtes. Enfin, je veux dire, c'est complètement délirant parce que quand on sait le nombre de femmes portant le voile qui sont écrivaines, chercheuses, scientifiques, chefs d'État, militantes. Je veux dire, ça va sans dire, mais évidemment qu'il y a énormément de femmes extrêmement brillantes et qualifiées pour parler
parmi ces femmes, mais ça reste encore la plupart du temps des espèces de colloques de mecs blancs qui vont balancer des avis, des opinions complètement non étayées sur l'islam, sur les femmes, sur le sexisme, qui moi me met dans un état de colère en fait. C'est vraiment, je crois, le sujet qui me met le plus en colère parce qu'en plus dans ce cas précis, mais on le retrouve aussi, je trouve, sur tous les discours sur les travailleuses et travailleurs du sexe, il y a vraiment l'utilisation du féminisme à des fins d'exclusion. À des fins racistes. C'est des personnes qui vont d'un seul coup se soucier du sort des femmes. C'est quand même terrible, toutes ces femmes voilées qui sont affreusement maltraitées par ces hommes musulmans qui sont d'horribles personnes, etc. Et en fait, ces personnes-là, moi je les vois pas quand il s'agit de manifester pour le droit à l'IVG en Pologne. Moi je les vois pas quand il s'agit de lutter contre le féminicide ou contre les violences sexuelles. Je les vois pas quand il faut aller défendre une femme noire qui est menacée de mort sur Internet parce qu'elle a osé émettre une opinion divergente. Enfin. Et en plus, tu le dis très bien dans le livre, quoi, pour avoir pas mal parlé avec cette minorité. En fait, la plupart du temps, déjà, c'est plus un geste culturel que vraiment une revendication, quoi. Et surtout, en fait, mettre ce qu'elles veulent, quoi. Enfin, genre, toute personne va te faire chier si tu portes une croix dans la rue, quoi. Enfin. Bah ouais, ça les regarde, en fait. On s'habille comme on veut. C'est personnel, quoi. Enfin, il y a pas de débat à avoir, quoi. C'est exactement ça. Le débat devrait s'arrêter là. Une femme s'habille comme elle veut. Merci, bonne journée. En fait, c'était aussi l'enfer au quotidien. C'est-à-dire que la production de tous ces discours médiatiques extrêmement diabolisants à leur sujet avait des conséquences directes sur leur qualité de vie. Enfin, une femme musulmane portant le voile va se faire insulter dans le bus, va se faire alpaguer dans la rue, va se faire traiter de terroriste dès qu'il va y avoir un attentat, et Dieu sait qu'il y en a souvent. Et finalement, va se faire assimiler à la pire des folies meurtrières, alors qu'elle est simplement en train d'exercer sa foi ou sa culture, ou juste de s'habiller comme elle veut, en fait. Ouais, c'est clair. Et sur la liberté de porter ce que tu veux, tout simplement, c'était à l'inverse, tu vois, c'est pas forcément pour être pro ou anti-voile, mais plus pour la liberté des femmes de faire ce qu'elles veulent. Bah voilà, tout le scandale autour des vêtements courts et des décolletés, de la tenue républicaine à l'école des petites filles, enfin, c'est la même chose, en fait. Sauf que là, par-dessus, t'as de l'islamophobie et... Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'aujourd'hui encore, il y a un débat concernant quelle est la bonne tenue pour une femme. Comment une femme doit s'habiller. C'est quand même extraordinaire. Et on voit vraiment qu'il y a une espèce de curseur. Il faut trouver le juste milieu. Ouais. Si t'es trop couverte, ça va pas. T'es trop pudique, t'es trop religieuse. Si t'es trop découverte, ça va pas. T'es une pute, tu déconcentres les hommes. Donc c'est quoi l'idée? Enfin, bientôt, on va fixer une longueur de jupe en dessous de laquelle ben non, ça c'est trop long, ça c'est trop court. On va mesurer la taille de nos décolletés. Enfin, j'ai l'impression qu'on se dirige clairement vers ça, avec la production en plus de lois qui viennent très concrètement réguler enfin voilà, dans les écoles, on sait qu'il y a des différentes législations en fonction de quelle quantité de cheveux est couverte, quoi. Et là, avec les crop tops des lycéennes, on est presque arrivé à ça. Genre, si on voit le nombril, c'est pas bon. Si on est juste en dessous du nombril, c'est bon. Enfin, dans quel monde on est en train de se diriger là? C'est vraiment flippant. Moi, j'ai un peu honte de le dire, mais déjà, je trouvais ça choquant de base. Mais ce qui m'a aidé, c'est tout bête, à me rendre compte à quel point c'était choquant, c'était de me rendre compte à quel point, moi, en tant que mec, je me suis jamais senti imposé à une question de fringue, quoi. Bah ouais. Et de me dire, et si c'était imposé juste aux mecs et pas aux filles, est-ce que ça me choquerait? Et là, tout d'un coup, je me sens encore plus choqué. Tout simplement parce que je suis un homme et du coup je me sens beaucoup plus concerné, et c'est con, mais ce petit truc de se dire attends, mais si ça s'appliquait aux mecs et pas aux femmes, est-ce que ça me choquerait? Et ouais, ça, moi en tout cas, ce genre de petite astuce, ça m'aide à me rendre compte encore plus à quel point c'est choquant, pas juste intellectuellement mais aussi émotionnellement, quoi. Le deuxième moyen de se révolter contre le patriarcat, donc on passe au niveau au-dessus direct, c'est la révolution. Ouais. Tu dis, en fait, les études, les stats, les propositions politiques, on les a déjà, quoi. C'est juste que les décideurs, ils s'en foutent. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est donc dans la conclusion du livre, dans le 3e chapitre, je m'enflamme un peu, mais c'est arrivé de façon très spontanée pendant l'écriture du livre, en fait, parce que la petite histoire, la petite anecdote marrante, c'est que mon éditeur, Guillaume Allary, que j'adore, qui a été vraiment super pendant
pendant tout le suivi et toute la promo du bouquin, m'a dit ce serait bien quand même qu'à la fin tu proposes des solutions, parce que tout ce que tu dis non c'est quand même grave, mais il faut proposer des solutions. Si tu fais que critiquer, on va déprimer. Voilà, on va déprimer et tout. Donc moi, forte de ce conseil, je commence à réfléchir à des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire comme solution? Et puis plus je réfléchissais, plus je me disais mais attends mec, les solutions elles sont là en fait depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans, depuis 100 ans en fait. Il y a des centaines et des centaines de chercheuses et militantes qui ont proposé, qui ont fait des rapports, qui ont fait des recommandations, qui ont fait des chartes, qui ont fait des codes de bonne conduite, des propositions de loi, et qui ne sont jamais appliquées, jamais adoptées. Donc à un moment donné, il y en a ras le cul en fait. Il y a clairement, pardon, j'ai été grossière, mais à un moment donné, il y a vraiment la preuve que quand on demande gentiment et quand on reste dans les clous et dans les codes institutionnels tels qu'ils ont été pensés, bah en fait la parole des féministes elle reste complètement ignorée quoi. Dans le meilleur des cas ça va être une caution, ça va être quelque chose qui va permettre de faire des discours de façade. Enfin, je trouve que le meilleur exemple de ce qui se passe avec le féminisme c'est Emmanuel Macron qui a été élu sur la promesse que les femmes seraient la grande cause de son quinquennat, et on se retrouve avec un quinquennat où les violences contre les femmes ont augmenté en réalité, et où les budgets des associations qui luttent contre ces violences ont diminué. Je veux dire, on peut pas faire plus clair et plus net sur la différence entre les discours et les faits, et ce qui se produit réellement. Tout le monde s'en fout, en fait, de ce qu'on raconte. Tout le monde s'en fout. Et je trouve vraiment aussi tellement choquant l'espèce de paradoxe où il y a depuis MeToo, il y a un discours médiatique qui s'est développé, qu'on retrouve dans la bouche notamment de Pascal Bruckner ou de vieux gars comme ça qui ont pignon sur rue et sur tout le plateau de télé depuis 40 ans et qui viennent chouiner aujourd'hui. On peut plus rien dire, on peut plus faire une blague sexiste ou raciste sans se faire insulter en ligne, je suis censurée, en tant que mâle blanc faudrait que je me taise maintenant, etc. Alors que on n'entend que lui, et que deux, c'est illégal en fait. Bah, c'est puni par la loi. Donc et puis surtout, non, en fait, on est là, on gueule, on râle, mais rien ne change. Il n'y a pas plus de femmes dans les émissions de télé, il n'y a pas plus de personnes noires dans les émissions de télé. On reste en fait toujours aussi silencieux qu'avant. Donc peut-être qu'on entend un peu plus nos protestations, mais ça ne change rien dans les faits. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement j'arrive à la conclusion que bah oui, il faut une révolution. Il va falloir à un moment donné employer d'autres méthodes. Alors je cautionne pas la violence, je la cautionne pas, mais je la comprends aussi. Je comprends la colère. C'est une colère aussi de classe, une colère sociale. Je parle un peu des gilets jaunes. Moi, c'est un mouvement que j'ai beaucoup suivi en tant que journaliste et où il y avait énormément de femmes. Toutes les revendications concernant la diminution de la qualité de vie, la diminution du pouvoir d'achat. Ce sont les femmes, ce sont surtout des mères de famille qui ont signé la sonnette d'alarme, qui sont allés sur les ronds-points, qui sont allés protester, qui ont organisé les mobilisations, qui ont recueilli les revendications, qui les ont fait remonter au niveau de l'État et qui ont été ignorés et réprimés dans la violence policière. Donc moi je pense que vraiment entre la colère sociale, la colère écologique aussi que je sais que tu portes beaucoup et qui est aussi très liée au combat féministe, à un moment donné tous les signaux qui nous sont envoyés c'est du mépris. Donc voilà, alors quand j'écrivais ce livre, je disais il faut qu'on manifeste, il faut qu'on aille dans la rue, il faut qu'on lève le poing. C'est déjà commencé à se compter. Mais c'est quand on voit l'ambiance aujourd'hui autour des manifestations, alors déjà il y a le confinement qui fait qu'on peut moins facilement aller dans la rue, dans l'espace public, porter nos revendications politiques. Et puis quand on voit la répression aussi qu'il y a derrière, aujourd'hui moi j'ai peur de manifester. Moi ça fait 10 ans que je fais toutes les manifs, j'ai peur d'y aller maintenant. C'est fait exprès. Bah ouais, c'est fait exprès. On reste chez nous. C'est fait exprès. Et c'est vrai que ça fait plusieurs manifs où je suis prise en as, où je goûte un peu au gaz lacrymo, et c'est vrai que c'est quelque chose que dans les quartiers populaires, les militants, notamment antiracistes, connaissent depuis très 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 longtemps. Et en même temps, du coup, tu dis que cette révolte féministe, du coup, tu sens qu'elle gronde et tu donnes plein d'exemples qui, mis bout à bout, moi m'ont un peu donné la chair de poule, voilà, de Adèle qui se barre des Césars, de Rokhaya Diallo avec les Gabon Awards, des happenings de effectivement Alice Coffin, etc. quoi.
et d'Assa Traoré qui se bat pour la justice, pour la mort de son frère Adama, le combat Adama. Et ouais, tu sens qu'il y a un engouement, qui se passe quelque chose, quoi. Oui. Oui, je le sens. Et puis, ce qui me donne aussi du courage, c'est de voir tous les jours de nouvelles personnes se saisir du flambeau. Ouais. Tous les jours, il y a une nouvelle initiative féministe qui est lancée. Moi, je reçois plein de mails, plein de messages, où des femmes jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, me disent que, à force d'écouter mon podcast ou de lire mon livre, et puis de lire aussi évidemment le travail d'autres féministes, elles ont créé tel groupe dans leur lycée ou dans leur entreprise, elles ont monté telle initiative, et je pense que c'est ça en fait qu'on est en train de faire. Peut-être que c'est pas forcément palpable, mais ça se diffuse, et toutes les femmes dont je cite les actions dans le livre, elles sont en train d'en inspirer d'autres, et il y a quelque chose par capillarité qui est en train de se faire. Et le troisième et dernier moyen de défoncer le patriarcat, et que je trouve très intéressant, que moi je n'avais jamais vraiment entendu évoquer, dont tu parles, c'est la sororité. C'est quoi la sororité ? La sororité, c'est simplement se serrer les coudes entre femmes. C'est se donner des coups de main, c'est s'appuyer. Moi, c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'appliquer au quotidien, de toujours être disponible pour aider d'autres femmes qui sont plus avec une femme qu'avec un mec. Ça veut pas dire que j'aide pas des hommes, mais un petit peu quand même, parce que mes journées sont pas extensibles. C'est de la discrimination positive, quoi. Mais voilà, c'est ça, je sais pas, de faire passer un CV, de passer un nom, de donner de l'argent à une cagnotte, d'accorder des conseils, une écoute quand on est en capacité d'aider quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment qu'on peut très très concrètement mettre en place dans nos vies quotidiennes. Je pense que quelle que soit notre fonction dans la société, on peut toutes le faire. Mais après, il faut aussi se méfier du biais qui va faire qu'on va aider que les femmes qui nous ressemblent. Sauf que si on aide, si moi en tant que femme blanche, j'aide que des femmes blanches, ou que des femmes hétéros, ou que des femmes qui vivent dans mon quartier bourgeois de Paris, je serais pas en train de faire le job, je serais en train de reproduire encore cette espèce d'endogamie que je dénonce dans le livre. Donc voilà, c'est aussi avoir le réflexe et le désir sincère d'ouvrir son champ de vision. Donc concrètement, tu penses, je crois, notamment à des femmes SDF, des femmes trans, des femmes effectivement des travailleuses du sexe, des femmes d'autres religions chrétiennes, d'autres origines, etc., d'autres classes sociales. Exactement, ouais. Faut vraiment élargir le cercle. Le féminisme qu'on appelle le féminisme de la deuxième vague dans les années 70, qui a permis d'obtenir des acquis sociaux extraordinaires, hyper importants, comme le droit à la contraception, le droit à l'avortement. Enfin, qu'est-ce qu'on aurait fait sans nos grands-mères de lutte. Mais ce féminisme-là a eu quand même un certain biais. C'était un féminisme qui était très blanc, qui était très bourgeois, qui était très hétérocentré, où il y a clairement le message qui a été passé notamment aux femmes noires, genre oui on sait, mais on s'occupera de vos problèmes plus tard. Là c'est très important de corriger ce biais-là. Pour moi, le féminisme du XXIe siècle, il est intersectionnel ou il est pas, quoi. Ouais. Dans le livre, tu parles de 6 corps qu'on exclut de la ville, donc ils sont pas forcément des corps de femmes, mais qui peuvent être encore plus subir une deuxième discrimination quand t'es aussi une femme. À savoir donc les corps gros, les corps lesbiens, trans, les femmes voilées, les femmes noires et en situation de handicap. Et effectivement, j'avais jamais réalisé à quel point légalement on est libre de circuler tous dans la rue, dans la ville, à la campagne, n'importe où librement. Mais dans la pratique, quand t'es une femme, en fait c'est pas trop le cas, parce que déjà 80% des femmes disent subir du harcèlement de rue, donc c'est quand même une certaine entrave à ta liberté qui t'incite pas vraiment à aller dehors. Notamment le soir, mais même, on va t'habiller comme tu veux. Mais en plus, si t'as une autre discrimination, donc là on parle à nouveau de féminisme intersectionnel, en fait tu t'en prends vraiment plein la gueule, quoi. Si t'es une femme lesbienne, tu vas peut-être t'en as 18% qui osent pas prendre la main de leur partenaire dans la rue. Si t'es une femme voilée, tu vas te faire beaucoup plus insulter, cracher à la gueule ou traiter de terroriste. Si t'es effectivement en surpoids ou obèse, les sièges de bus, d'avion
bah des fois c'est tellement humiliant que tu dois payer 2 places. Bah t'as vachement bien résumé les choses. Enfin, je crois que j'ai rien à ajouter à ce que tu viens de dire. Voilà, enfin il y a aussi les personnes trans qui subissent toute une série d'humiliations dans l'espace public. C'est pour ça que cette notion d'espace public, je trouve qu'elle est vraiment intéressante et c'est pour ça qu'elle est centrale dans mon livre. C'est-à-dire qu'en fait, pour prendre conscience de ça, il faut simplement observer qui sont les personnes qui peuvent tranquillement traverser la ville sans s'interroger sur leur tenue vestimentaire, sur les quartiers qu'ils traversent, sur leur faculté à s'arrêter, à flâner, à accélérer, à ralentir, etc. En fait, il n'y a qu'une seule catégorie, ce sont les hommes blancs, cis, hétéros, en tout cas qui présentent pas de trop de signes extérieurs donc pas handicapés, pas voilà, et c'est dramatique parce que c'est vrai que légalement, il y a absolument rien qui entrave toutes les personnes que tu viens de citer à traverser la ville, mais dans la réalité, il y a tout un tas de mécanismes qui font que ces personnes-là vont réfléchir à 2 fois avant de sortir. Ce sont 2 chercheuses qui s'appellent Chris Blash et Pascal Lapalu, et elles m'ont vraiment fait comprendre quelque chose, c'est que finalement on inculquait beaucoup en général aux femmes et puis à toutes ces personnes aussi que tu as mentionnées en particulier, de se méfier en fait. Faites attention, la ville c'est dangereux, vous risquez de vous faire agresser, de vous faire insulter. Pas trop tard. Voilà, je pense que quand tu parles des lesbiennes qui osent pas se prendre la main dans la rue, c'est parce qu'aussi elles entendent beaucoup de récits de lesbophobie dans l'espace public, donc il y a elles se font plus souvent cette espèce d'autocensure. Voilà, je vais pas montrer que je suis lesbienne parce que ça va me mettre en danger. Et en fait, cette peur qui est instillée, c'est un outil de contrôle social. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon de s'assurer que de nous-mêmes, sans que personne n'ait besoin de rien nous dire, on va rester chez nous. On va moins occuper l'espace, on va moins occuper la rue, on va moins être visible. Et je crois qu'il y a une véritable urgence aussi à inverser ce discours. C'est vrai que c'est important de rappeler que le harcèlement de rue c'est une réalité, blablabla, mais c'est aussi super important de rappeler, de marteler que l'espace public il est à tout le monde et qu'on est légitime à être dans la rue à l'heure qu'on veut, habillé comme on veut, à faire ce qu'on veut. Et je pense que si on arrivait aussi à plus diffuser ces discours d'empouvoirment dans l'espace public, les mentalités, les comportements changeraient peu à peu. Et je voulais terminer en rendant hommage aux collereuses, donc à ces militantes qui font des collages féministes dans les villes. Donc c'est vraiment très concrètement une occupation de l'espace public. Elles et ils mettent des noms de victimes de féminicide, des slogans, des concepts féministes dans la rue, sur les murs, au vu et au su de tous et toutes. Et en plus, elles le font en allant la nuit dans la rue, marcher à une heure où leurs corps ne sont pas présupposés les bienvenus dans la ville. Donc il y a vraiment une double démarche d'empouvoirment dans cette action. Et je pense que c'est pas pour rien qu'elle est si impactante, que beaucoup de médias en parlent, parce que c'est vraiment un geste féministe très très fort. Non, ça me parle énormément parce que autant la production de savoir, de pouvoir, etc., ça peut être assez lointain pour pas mal de gens, autant juste marcher dans la rue, on marche tous dans la rue. Et là tu te dis mais en fait ok, c'est quoi les types de corps qu'il y a autour de moi? Enfin, c'est vraiment dans notre quotidien, et de se dire mais en fait si on enlève une grande partie des femmes, plus du coup c'est 6-7 mais il y en a d'autres catégories de minorités dominées, oppressées, exclues de la ville. Enfin, il reste plus grand monde, quoi. Ça crée un cercle vicieux où du coup on est biaisé parce qu'on a l'impression que il y a très peu de personnes homosexuelles, ou qu'il y a très peu de personnes en fauteuil, ou enfin non, c'est juste qu'en fait elles sont chez elles, quoi, parce que la ville est pas adaptée pour elles, ou pas accueillante, parce que plein de personnes vont les juger du regard, les insulter, les agresser, etc., quoi. Et un autre truc super intéressant que tu mentionnes dans le bouquin, c'est que sociologiquement les femmes perçoivent la ville et la rue comme un espace de passage, de transition, alors que les mecs davantage comme un espace de territoire, et vont être beaucoup moins gênés à s'asseoir sur un banc ou à s'arrêter à un coin de rue, être plus statiques et à occuper l'espace du coup,
Là où les femmes, c'est vraiment, ok, je vais d'un point A à un point B et si possible, le plus vite possible, quoi. Exactement. Ouais, c'est des recherches en géographie du genre qui ont été faites. Il y a énormément d'études qui l'ont démontré. Comme tu viens de le dire, quoi, les femmes traversent la ville. C'est toujours, il y a toujours un but. C'est pas à ta place, c'est quoi. Domicile, travail, école des enfants, domicile. Et cette espèce de trajectoire comme ça qui est toujours le point le plus court, la droite la plus courte entre le point A et le point B. Alors que, on va observer plus de comportements de flânerie, de stationnement chez les hommes. La flânerie, c'est un privilège masculin. Ouais. On arrive dans la dernière partie de l'émission. L'émission s'appelle Soif de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Waouh. Écoute, vraiment c'est le combat féministe en fait. Je me lève féministe, je me couche féministe, je passe mes week-ends féministes. C'est pas facile tous les jours, mais ça m'apporte aussi énormément de joie, énormément d'épanouissement. C'est un champ infini à explorer, toute la recherche en études de genre, qu'il s'agisse de sociologie, d'anthropologie, d'histoire, surtout l'histoire. Je trouve que on explique tellement de choses en fait par l'histoire. Lire ces textes, les comprendre et ensuite les partager, les vulgariser pour les faire comprendre à d'autres, c'est un peu la mission que je me suis donnée et ouais, ça donne du sens à ma vie. Et ce serait quoi une de tes dernières grosses crise de sens? Ah là là, crise de sens, ça dépend ce que tu entends par crise de sens. Ce que tu veux, ça peut être une remise en question ou quelque chose qui avait du sens pour toi avant qui en avait plus, ou la pandémie, le coronavirus, les confinements, etc. Ça a, je pense, accéléré en fait énormément de prise de conscience. Moi, j'ai eu, comme je pense beaucoup de bobos de gauche, une espèce de grand espoir au moment du premier confinement où je me suis dit c'est tellement évident que le monde va mieux, qu'on consomme moins, qu'on va être plus dans une consommation locale, voilà. Et puis, c'est vrai que je me rappelle que j'étais émerveillée par ce ciel sans avion, en me disant tout le monde va prendre conscience du fait qu'il faut qu'on ralentisse la consommation et la production, etc. Et puis de voir à quel point non seulement les choses sont revenues, mais se sont même empirées tout de suite derrière. Enfin, quand je vois que la personne qui s'est enrichie le plus en 2020, c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Quand je vois qu'il y a des milliards et des milliards qui sont débloqués pour aider les compagnies aériennes, quand je vois le nombre de personnes qui ont été licenciées, quand je vois que le temps de parole des femmes dans les médias a encore baissé. Alors que, en plus, tu le dis, excuse-moi, je te coupe, qu'effectivement, c'est il y a principalement des femmes dans les corps. Femmes étaient en première ligne pendant soignants, profs. Exactement. Ça a été une grosse désillusion en fait. Si t'as regardé jusqu'ici, dis-nous en commentaire pour gagner les 2 bouquins de Lorraine et de la poudre. Quel est toi ton rapport au féminisme? Et si ça t'a plu, je te conseille carrément la vidéo sur la charge mentale où clairement ça recoupe beaucoup de choses dans la vidéo que je te mets juste ici. Merci beaucoup Lorraine. Merci à toi Pierre, c'était un plaisir. Ciao tout le monde, à plus. Au revoir.